Ce que je demande, c'est à quel moment, quand auront-ils des élections en Ukraine? Ce n'est pas pour jeter le discrédit sur qui que ce soit, mais c'est vrai que la corruption est omniprésente là-bas. Dans les 60 à 90 jours qui suivent, l'Ukraine sera prête à organiser des élections. J'en ai personnellement la volonté. Alors que son mandat est arrivé à expiration depuis longtemps, Volodymyr Zelensky assure maintenant qu'il est prêt à organiser les élections présidentielles. Mais seulement si l'Occident accepte de garantir la sécurité de ces élections présidentielles. Oui, Zelensky dit qu'il est prêt à organiser des élections présidentielles. J'avais prévenu que les pressions sur Zelensky allaient le forcer à faire des élections. Ça n'a pas mis long avant de se matérialiser. Le 9 décembre 2025, Zelensky a expliqué que les élections pourraient être organisées en Ukraine si, et seulement si, les États-Unis et les pays européens assuraient la protection nécessaire. Il a précisé qu'il faudrait ensuite entre 60 à 90 jours pour préparer le scrutin. Cette annonce a immédiatement déclenché la colère de Moscou. Tout a commencé avec une de ces petites phrases assassines de Donald Trump, lancée comme une grenade dégoupillée à la face de l'homme que les États-Unis arment, financent et maintiennent en vie depuis bientôt 4 ans. Ils n'ont pas eu d'élection depuis longtemps. Ils parlent de démocratie, mais ils en arrivent à un point où ce n'est plus une démocratie du tout. Sans doute piqué au vif, le principal intéressé a réagi, peut-être un peu vite, promettant qu'il ne s'accrochait en rien à son pouvoir et que, une fois les conditions réunies, il serait tout à fait disposé à passer la main. De plus, je demande aujourd'hui, et je le déclare ouvertement, que les États-Unis et nos collègues européens m'aident à assurer la sécurité des élections. Ainsi, dans les 60 à 90 jours qui suivent, l'Ukraine sera prête à organiser des élections. J'en ai personnellement la volonté. Le message est clair, il accepte le défi. Mais le prix de ce défi est énorme. En demandant publiquement aux États-Unis et à l'Europe de garantir la sécurité du scrutin sur son propre sol, Volodymyr Zelensky vient, sans le dire explicitement, d'admettre que l'Ukraine n'est plus en mesure d'organiser seule des élections libres sur l'ensemble de son territoire. Car à force de quémander hier des armes et de l'argent ou aujourd'hui des conditions favorables à l'organisation d'élections, on abandonne au passage de sa souveraineté. Et c'est ce que n'a pas manqué de pointer du doigt la porte-parole de la diplomatie russe. Je pense qu'on atteint là un nouveau degré de cynisme. Même pour Zelensky, c'est un coup tordu, dirais-je. C'est un véritable défi au vu de tout ce qu'il a déjà entrepris. Pour ma part, je ne me souviens d'aucun pays ayant exigé d'États tiers qu'ils garantissent la tenue de ces élections sur leur propre territoire, sans pour autant admettre avoir renoncé à son indépendance et à sa souveraineté. Je n'ai tout simplement jamais vu une chose pareille. La situation pourrait prêter à sourire s'il n'était pas évident que Volodymyr Zelensky ne veut surtout pas d'élection. Au milieu des scandales de corruption à répétition, des centaines de milliers de morts et de disparus, de la perte de 20% du territoire et d'une impopularité qui explose dans les sondages, organiser un scrutin libre aujourd'hui équivaudrait à un suicide politique. Ainsi, pour prouver qu'il n'est pas un dictateur, il est prêt à organiser des élections, mais à condition qu'elles soient rendues matériellement impossibles. Ainsi, il peut continuer à jouer le démocrate outragé, tout en s'assurant que le scrutin n'aura jamais lieu. En somme, Zelensky a réussi l'impossible. Pour prouver qu'il n'est pas un dictateur, il a officiellement demandé à l'Occident de prendre en charge la démocratie ukrainienne. Vous avez suivi, Maria Zakharova n'a pas mâché ses mots. Jamais un pays n'avait demandé à des puissances étrangères de garantir ses élections sans reconnaître au passage avoir perdu sa souveraineté. C'est logique. Soit vous êtes souverain, donc vous organisez vos élections vous-même, soit vous ne l'êtes pas et quelqu'un d'autre s'en charge. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes souverain et ne pas organiser vos élections vous-même. Selon Zakharova, cette manœuvre va encore plus loin dans le cynisme, même pour Zelensky, et relève donc clairement de la provocation. Elle parle d'un coup tordu de plus, après toutes les décisions controversées déjà prises par le président ukrainien, entre guillemets. Zelensky explique son refus d'organiser des élections jusqu'à présent par la loi martiale. C'est ce qu'il disait. Pourtant, il a déjà demandé au Parlement de préparer des amendements permettant d'organiser le vote, tout en attachant bien sûr la tenue du scrutin à l'intervention sécuritaire de l'Occident. Donc si l'Occident n'intervient pas, pas d'élection. Vous vous doutez bien que ce n'est pas de gaieté de cœur par plaisir que Zelensky envisage un tel scénario. Des élections, il aurait largement préféré les éviter. Mais il n'a pas le choix. Cette sortie de Zelensky intervient juste après une critique frontale de Donald Trump. Le 3 décembre,
Le président américain a estimé qu'il était temps que l'Ukraine organise des élections présidentielles. Déjà en février 2025, Donald Trump avait traité Zelensky de dictateur. Pensez-vous toujours que le président Zelensky est un dictateur ? Est-ce que j'ai dit ça? Je ne peux pas croire que j'ai dit ça. Une autre question? C'est un dictateur sans élection. Zelensky ferait mieux de se dépêcher, sinon il ne lui restera plus de pays. Il faut qu'il se dépêche. Il faut vraiment qu'il se dépêche. Le processus de destitution politique de Zelensky est déjà en cours et les États-Unis préparent désormais son remplaçant. L'atmosphère politique à Kiev reste explosive. Zelensky est affaibli par des scandales de corruption impliquant ses proches. Il y a eu plusieurs de ses proches qui ont été évincés et aussi sa cote de popularité a chuté à 20,3% selon les derniers sondages. Son rival le plus sérieux, c'est Valery Zaloujny, l'ancien chef militaire devenu ambassadeur à Londres. Pour la Russie, les choses sont très simples. Zelensky n'est plus un président légitime et ne peut donc pas signer l'accord de paix américain. Son mandat étant expiré, Moscou considère que le pouvoir exécutif devrait revenir au Parlement ukrainien, la seule institution encore valide sur le plan légal. Ainsi, pour le Kremlin, toute tentative de Zelensky de négocier au nom de l'Ukraine serait juridiquement nulle et non avenue. Ce n'est même pas la peine en fait de causer avec Zelensky dans cette affaire. Mais réaliser comment l'affaire est arrivée sur la table, c'est important de comprendre la chronologie rapide de ces événements. Ce n'est pas un hasard, hein? C'est Donald Trump qui a accéléré les choses en expliquant que l'Ukraine devait enfin organiser une élection présidentielle en soulignant que le pays avait clairement perdu du terrain dans le rapport de force actuel. Selon lui, la Russie est désormais installée dans une position beaucoup plus confortable, tandis que l'Europe a totalement raté sa gestion du dossier. C'est donc comme ça qu'on en arrive à mardi, le 9 décembre 2025. Il a accordé une interview à la journaliste américano-ukrainienne Dasha Burns du Politico, où il a décrit sa lecture du conflit, l'état des négociations possibles et surtout la situation délicate dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Europe. Quand on lui a demandé si l'Ukraine devait retourner aux urnes, il n'a pas hésité une seule seconde. Pour lui, oui, c'est le moment. Ça fait longtemps, la situation n'est pas belle à voir. Je pense que c'est important d'organiser des élections, a-t-il dit, en accusant Kiev de se cacher derrière la guerre pour éviter le scrutin. Il ajoute que les Ukrainiens méritent de voter, et c'est là où il sort la phrase. Il parle de démocratie, mais là, on n'y est pas du tout. Lorsqu'on l'interroge sur qui aujourd'hui domine dans d'éventuelles négociations, Trump répond presque comme si c'était une évidence. La Russie, bien évidemment. D'après lui, son territoire, ses ressources et ses capacités militaires lui donnent l'avantage à la Russie. Il ajoute même que si ce n'était pas lui à la Maison-Blanche en ce moment, le monde aurait pu déjà glisser vers une catastrophe encore plus grande encore. En parallèle, il reproche à l'Europe d'être totalement dépassée par la situation, un peu comme un élève qui copie le voisin mais qui rate quand même l'examen. On lui rappelle alors les propos de son fils, laissant entendre qu'il pourrait abandonner l'Ukraine. Trump a simplement balayé l'idée et il a insisté. Kiev doit coopérer, écouter les propositions et montrer qu'il est prêt à discuter. Point. Selon lui, le rapport de force ne pardonne jamais. Celui qui a moins de moyens finit tôt ou tard par le sentir passer. Il souligne d'ailleurs que l'Ukraine n'est clairement pas en position de gagner et que les territoires perdus depuis 2022 parlent d'eux-mêmes. Concernant l'hypothèse de proposition de paix, que Zelensky aurait refusé, Trump déclare que, vu l'évolution sur le front, sur le terrain, dans le réel, le président ukrainien devra tôt ou tard accepter des compromis. Le président américain ne s'est pas limité à l'Ukraine. Il a aussi adressé à l'Europe une critique très lourde, presque une gifle politique même. Selon lui, les dirigeants européens encouragent Kiev à continuer la guerre tout en étant incapables en fait de gérer le chaos qui découle de cette guerre-là. Pour Trump, cette crise révèle les faiblesses profondes de la stratégie européenne, si même il y a une stratégie européenne dans toute cette affaire. Parce que oui, il émet des doutes. Il en profite pour glisser son sujet préféré, l'immigration. Selon lui, les politiques migratoires européennes sont un fiasco total, au point que certains pays risqueraient de ne plus être viables si ça continue. Pour illustrer son propos, il prend le cas de Paris et de Londres comme exemple. Paris a complètement changé. J'adorais Paris. Mais ce n'est plus du tout le même endroit. Londres, avec le maire Sadiq Khan, maire horrible, incompétent, vicieux, dégoûtant.
Lâche-t-il avec la délicatesse habituelle d'un marteau. J'aime Londres, mais voir ça, ça me déplaît énormément. Mes racines sont en Europe, vous savez. En fait, il a bien fait ressortir son côté 1800. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important de le préciser, hein, parce que de temps en temps, on pense, comme il a une certaine politique, on oublie ce qu'il a dans la tête, ce qu'il a dans le cœur, et ce qu'il pense vraiment des gens, en règle générale, qui ne lui ressemblent pas. Vraiment, on doit intégrer ça. D'où est-ce qu'il vient? Où est-ce qu'il va? Concernant l'avenir de l'OTAN, Trump rappelle qu'il existe depuis longtemps, bien avant même Poutine, un accord tacite selon lequel l'Ukraine ne devait jamais rejoindre l'Alliance. Il estime d'ailleurs qu'il ne reste presque plus de pays candidats sérieux, rendant donc les discussions sur de nouveaux élargissements assez théoriques, presque de la science-fiction diplomatique. En gros, ce n'est plus nécessaire de mettre de nouvelles personnes dans l'OTAN actuellement. Il en profite pour critiquer la stratégie de Zelensky au début de la guerre. Lors de leur première rencontre, le président ukrainien aurait exigé le retour de la Crimée et annoncé son intention de rejoindre l'OTAN. Pour Donald Trump, c'était une entrée en matière totalement à côté de la plaque pour négocier quoi que ce soit. Il ajoute enfin que malgré les 350 milliards de dollars obtenus auprès de Joe Biden, l'Ukraine a quand même perdu environ un quart de son territoire. Une manière de dire que c'était beaucoup d'argent dépensé pour zéro résultat. Ça a été très sévère. C'est après cette interview-là que la machine en fait s'est lancée en Ukraine et que Zelensky n'a pas eu d'autre choix que d'annoncer qu'il allait lancer les élections. Voilà. Puisqu'il a vu que le ton est monté et ça a tapé sec. Ce que je demande, c'est à quel moment, quand auront-ils des élections en Ukraine? Ce n'est pas pour jeter le discrédit sur qui que ce soit, mais c'est vrai que la corruption est omniprésente là-bas. Les gens se demandent en effet quand il y aura des élections, si elles auront lieu ou si ça continuera comme ça. Donc à mon avis, il est temps de régler cette guerre. Et j'estime que c'est une guerre qui peut être réglée. Mais il faut être deux pour danser le tango. Quand on parle d'argent, on ne peut pas ignorer le dernier scandale de corruption. Et voici donc un nouveau scandale qui refait surface, encore. Cette fois-ci révélé par les services secrets russes. C'est un petit réseau qui en fait mêle des responsables ukrainiens et des intermédiaires étrangers qui auraient trouvé une façon très créative, mais surtout très rentable, de faire grimper artificiellement le prix des munitions, des balles destinées à Kiev grâce à une société polonaise appelée PHU Lechmar. Donc, PHU Lechmar, c'est comme ça que je vais prononcer ça. D'après le SVR, l'objectif ne serait rien d'autre que siphonner discrètement une partie des fonds occidentaux tout en affichant une aide militaire impeccable sur papier. On vous avait dit que la corruption en Ukraine ne profitait pas qu'aux Ukrainiens ou qu'à la classe dirigeante actuelle, non. Mais il y a plein d'Européens aussi qui se remplissent les poches entre toutes sortes d'accords. Voici un cas pratique. Les autorités ukrainiennes, avec l'aide de leurs partenaires étrangers impliqués dans la livraison d'armement, auraient mis en place un système permettant de détourner une partie des financements européens. En principe, ce serait très simple. Acheter des munitions d'artillerie dans plusieurs pays d'Europe de l'Est et du Sud à environ 1 000 $ la pièce. Puis revendre ça à l'armée ukrainienne, étiqueté comme matériel polonais pour 5 000 $ l'unité. Donc tu achètes à 1 000 $, tu vends à 5 000 $. C'est du x5 en quelques secondes. Mais quel bénéfice! Cette opération passerait par l'entreprise Puleshmar, qui en fait servait de relais pour pouvoir maquiller les ventes. Le renseignement russe ajoute que plusieurs pays occidentaux, donc Royaume-Uni, Allemagne, France, Danemark, Norvège, seraient mis en contribution pour financer ces achats surfacturés. L'augmentation du prix intégrait des commissions discrètes vers certaines poches très bien placées à l'étranger. Bref, un système où tout le monde est gagnant, sauf les contribuables, puisque c'est leur argent qui est utilisé pour payer tout ça et financer tout ça et remplir les poches de tous ces gens. Le SVR rajoute aussi que l'entreprise Lemar n'en est pas à son premier coup. La société aurait déjà été liée à des dossiers portant sur les transferts d'argent destinés à des services de sécurité ukrainiens. Et d'après le renseignement russe, des individus proches d'Andriy et Mark et d'autres membres qualifiés de la clique corrompue de Zelensky auraient souvent utilisé les services de cette entreprise. En gros, le même carnet d'adresses, les mêmes méthodes et la même ambiance, avec l'argent des mêmes gens qui s'envolent. Pour Moscou, l'existence de ces circuits financiers explique pourquoi est-ce que certains proches de Volodymyr Zelensky sont en train de très mal accueillir l'idée du plan de paix évoqué par Donald Trump, ou encore sont en train de très mal accueillir l'idée de faire des élections présidentielles.
Selon le SVR, ces acteurs craignent qu'une véritable stabilisation du conflit mette fin à une économie parallèle devenue extrêmement lucrative pour eux. Après tout, la guerre c'est bien, mais la paix ne paye pas les commissions. Littéralement, ils vont vous sortir ça. Le service de renseignement russe conclut en soulignant que malgré les scandales de corruption qui éclaboussent régulièrement l'Ukraine, certains responsables continuent d'agir comme si rien ne pouvait leur arriver. Parce que voilà, ils sont en état de guerre, ils se disent qu'ils sont protégés par X, Y, Z. Ils seront très choqués à la fin de tout ça. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.